L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. 31 morts, 300 blessés, transport paralysé, école fermée. On savait que Bruxelles était une base arrière des djihadistes. Avec le double attentat de l'aéroport et de la station de métro Malbec ce mardi, elle est devenue à son tour une cible du terrorisme islamiste. Et nous avons pu voir sur nos écrans les images désormais familières du deuil collectif, foule recueillie, minutes de silence, proclamation qu'on ne cédera pas et qu'on restera unis contre la barbarie. Et pourtant, symbole de notre impuissance, la peur d'un nouveau carnage a eu raison de la marche contre la peur qui était prévue aujourd'hui dans la capitale belge et dont les autorités ont demandé l'annulation. Alors que l'homme au chapeau de l'aéroport a été arrêté et que, selon François Hollande, la cellule franco-belge qui est responsable des attentats de mardi et de ceux de janvier à Paris est en voie d'être anéantie, l'heure est aux questions qui fâchent. Pourquoi et comment avons-nous baissé la garde face à l'islam radical ? À quel point la société musulmane européenne est-elle contaminée par l'idéologie des djihadistes ? Est-il encore possible de gagner cette guerre ? Alain Finkielkraut, vous nous donnerez vos réponses à ces questions abyssales. Mais pour commencer, j'aimerais savoir si vous avez ressenti le même effet de sidération que lors des attentats parisiens ou si vous avez l'impression qu'on s'habitue au terrorisme. On ne s'habitue pas, mais on doit prendre acte de ce qui nous arrive. La construction européenne repose sur un serment grandiose et même inouï au regard de l'histoire. Plus jamais de guerre entre les nations du vieux continent. Et cette idée, c'est si bien ancré dans nos esprits, dans nos lois et dans nos mœurs, que la perspective d'un conflit armé inter-européen paraît aujourd'hui totalement incongrue. L'Europe post-hitlérienne vit sous le régime de la paix perpétuelle. La promesse a donc été tenue, et pourtant, la paix est en train de nous échapper. Nous vivions dans la quiétude, nous sommes désormais aux aguets. J'ai été, je dois dire, un peu soulagé dans l'accablement que j'éprouvais au lendemain des tueries de Bruxelles, quand j'ai appris que la même équipe avait préparé les attentats de Paris et de la capitale de l'Europe. Mais le président de la République m'a refroidi. D'autres réseaux existent, d'autres cellules travaillent, d'autres attentats sont en préparation. La belligérance qui nous frappe à intervalles de plus en plus rapprochés n'est pas, vous l'avez dit, une guerre au sens classique. Mais les précautions que nous sommes amenés à prendre et la surveillance... Vous ne parlez pas des précautions de langage, là, vous parlez des précautions réelles. Des précautions. Et la surveillance. Et la surveillance qui doit s'exercer dans les lieux publics, les églises, on le dit, pour le lundi de Pâques, témoigne du devenir israélien des sociétés européennes. Nous voici en effet israélisés, c'est-à-dire expulsés du paradis de la paix. Cette expulsion, certains voudraient encore qu'elle n'ait pas eu lieu. Nous ne devons pas, disent-ils, laisser les djihadistes dicter notre conduite. Nous devons faire comme si de rien n'était, accueillir au mois de juin la Coupe d'Europe de football. Et ne songeons surtout pas... Vous êtes pour son annulation ? Vous le direz après. Je demande à réfléchir. Ne songeons surtout pas, disent-ils encore, à interdire ces grands rassemblements devant écran géant qu'on appelle les fan zones. Les fan zones. Et voilà. Oui, on dit les fan zones. Faut-il que les Français aient perdu l'amour de leur langue pour parler ainsi? Les fan zones, c'est par exemple ce qu'il y avait hier au concert de Johnny Hallyday ? Les fan zones, ce sont... Vous m'en apprenez une, là. Ces rassemblements
devant l'hôtel de ville. Ah non, ce sont d'accord, les rassemblements du recueillement. Non, les fan zones, Ouais. les lieux où les fans se réunissent pour regarder sur écran géant, Pardon, oui. pour regarder sur écran D'accord, ça, géant j'ai compris. les retransmissions des matchs, parce que tout le monde ne peut pas aller au stade. Alors on fait ça dans les banlieues, dans les villes de France et même à Paris. À l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville. Donc, faut-il que les Français aient perdu l'amour de leur langue pour parler ainsi? Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la vie, c'est la life. Vérifier, c'est checker. Et les salles de rédaction, ce sont les newsrooms. Cette reddition au globish n'est pas tout à fait anodine. Et elle concerne notre sujet. Et pas hors sujet, c'est ça? Elle n'est pas hors sujet. Lévinas confiait, dans son livre d'entretien avec François Poirier, « J'ai souvent pensé, au début de la guerre de 1939, qu'on fait la guerre pour défendre le français. Ça a l'air d'une boutade, mais je le pensais sincèrement, c'est dans cette langue que je sens les sucs du sol. Avec les fan zones, il ne s'agit pas de se défendre, mais sous couleur de fermeté, sous l'apparence du courage de continuer comme avant. Business as usual, Ah bah voilà. the show Vous must aussi. go on. Tu Il crois- y a des raisons commerciales à cette obstination, mais elle n'est pas raisonnable. Elle veut dire simplement que face au djihad, le homo festivus economicus a une nouvelle devise, panem et circenses et bellum. Mais Je il- ne suis pas sûr que ces exigences soient longtemps conciliables. Alors, vous m'inspirez tout de même une interrogation, c'est que tous ces rituels de foule recueillie, de minutes de silence, de rassemblement, finalement, ils ressemblent un peu à ces fan zones que vous venez de décrire. Vous venez de décrire, et quand même, si vous voulez, après cette orgie un peu de slogans, de bougies, de tricolores, est-ce qu'il n'y a pas un effet conjuratoire, mais qui se vide un peu de son sens? C'est pas Dans tout à fait cette la même chose. répétition. C'est pas tout à fait la même chose. Les gens éprouvent le besoin de se retrouver, de se réunir et aussi de rendre hommage aux morts. On peut le comprendre. Ce qui me dérange un peu, c'est l'idée d'un rassemblement contre la peur. Parce que la peur est là. La peur, encore une fois, c'est la moindre D'ailleurs, des il a choses. été annulé. Il était annulé, Ce qui est- évidemment, parce que, à bon escient, nous avons peur et c'est pas la peine de nous exposer aux terroristes, c'est pas la peine de tenter le diable, mais quitte à se rassembler, alors soyons politiques et rassemble-nous non contre un sentiment légitime, mais contre l'ennemi qui le suscite. Hein. L'antifascisme, c'est pas l'antipeur, c'est l'antifascisme. Eh bien, il devrait y avoir aujourd'hui un anti-islamisme. Rassemble-nous contre l'islam radical. Ça aurait un peu plus de Mais il y a- sens qu'un rassemblement contre la Il y peur. a justement d'ailleurs une polémique qui naît, c'est Anastasia Colosimo qui a écrit un article, je crois, pour Le Figaro, une polémique née autour du hashtag Tous unis contre la barbarie, dont elle nous dit en substance que c'est une opération de noyage de poissons. Mais Alain Finkielkraut, vous avez comparé la situation de l'Europe à celle d'Israël. Sauf qu'en Israël, il y a malgré tout deux peuples séparés, à quelques exceptions près comme Yafo. Les Palestiniens et les Israéliens ne fréquentent pas les mêmes écoles, les mêmes bus, les mêmes magasins, ni même les mêmes routes. Or, en Europe, ce sont des nationaux qui commettent des attentats, même si ces nationaux sont marqués par une certaine séparation mentale. Alors, est-ce que c'est ça que nous montrent les attentats? Est-ce qu'il y a un eux et un nous? Et alors, il faut entrer dans les définitions. Alors, ce qui nous différencie d'Israël, c'est qu'il n'y a pas en France l'équivalent de la Cisjordanie. Et que nous ne pouvons donc pas dresser un mur. Nous ne pouvons Quoi pas qu'on non dise, ceux qui plus... pensent que le 9-3 est occupé. Nous ne pouvons pas non plus espérer qu'un compromis territorial améliore la situation, ni craindre qu'elle l'aggrave. Pour le reste, nous sommes, comme les Israéliens, soumis à la double injonction de ne jamais baisser la garde, et pas seulement justement en Cisjordanie, mais aussi, pour parler des Israéliens, à Petah Tikva, à Tel Aviv ou à Jérusalem. Nous sommes donc soumis à cette double injonction, ne jamais baisser la garde et ne pas regarder tout arabe comme un terroriste potentiel. La tâche qui nous échoit consiste à circonscrire un ennemi insaisissable. Vous voyez la difficulté. Donc, qui est eux ?
Telle est la question. Alors je répondrai. Parce que simplement, il me semble que pendant très longtemps, on était dans une sorte de confort qui était, d'un côté, il y avait l'islam gentil, de l'autre côté, l'islamisme méchant. Il semble qu'il y ait peut-être un continuum, mais vous allez me répondre après. Non, je répondrai à vous et à moi-même, puisque j'ai posé la question avant que vous me la reposiez. Pardon. Qui est eux? Telle est la question. Je répondrai, tous ceux qui, en parlant de nous, disent eux. Tous ceux qui refusent l'intégration et choisissent, comme ils le disent eux-mêmes, comme ils le proclament, de se désavouer de la communauté nationale. Dans une interview à Marianne, Pascal Boitard, qui était ministre des droits de la femme, secrétaire d'État des droits de la femme dans l'avant-dernier gouvernement Valls. Vos fiches sont meilleures que les miennes. Et que disait-elle? Elle disait que dans beaucoup de quartiers, les femmes sont cantonnées à certains espaces, le foyer, la sortie d'école, et elles sont absentes d'autres lieux, comme les lieux sportifs ou les cafés. Et tout récemment, un reportage du Parisien nous apprenait qu'à Sevran, patrouillent des rabatteurs en djellaba avec de grosses barbes qui invitent les chrétiens à se convertir et disent aux musulmans « La mosquée vous attend ». Ce communautarisme ne mène pas toujours au djihad, mais à sa manière, il nous fait la guerre aussi. D'accord, mais est-ce qu'il révèle une différence anthropologique qui serait en quelque sorte irréductible? Est-ce que, parce qu'on a beaucoup, par exemple, dans le cas de la Belgique, là, on a parlé de la question, a émergé une espèce de question rifaine. C'est-à-dire, on nous explique des structures familiales, des coutumes, des traditions venues, en fait, du RIP et qui sont, en quelque sorte, inassimilables. Est-ce que, c'est ça la question, Alain Finkielkraut, est-ce que nous devons reconnaître que face à un certain type de différence, donc peut-être sur laquelle que vous venez de définir, mais sur laquelle peut-être nous reviendrons, est-ce que l'échec est programmé d'avance? Je ne dirais pas les choses ainsi. Mais il est vrai aussi, je suis allé moi-même à Molenbeek, quelques semaines avant les attentats de Bruxelles. Je m'y suis promené en voiture. J'étais avec le sénateur belge Alain Destex et il m'a dit « Nous n'avons pas intérêt à nous promener à pied, on risque de nous reconnaître et nous serions alors dans une situation très désagréable. Nous pourrions être insultés, voire molestés. » Donc nous avons traversé Molenbeek en voiture. Toutes les femmes étaient voilées, en voiture, qu'elle soit à pied ou qu'elle soit en voiture. Ce qui veut dire qu'il y avait exclusivement des musulmans? Dans les quartiers de Molenbeek. Molenbeek fait 100 000 habitants. Je n'ai pas vu toutes les rues de cette immense commune au cœur de Bruxelles, mais dans les quartiers que j'ai traversés, les rues que j'ai vues, toutes les femmes étaient voilées, tout le monde, tous les gens étaient d'apparence musulmane, parce que quand les femmes étaient voilées, les hommes portaient des djellabas ou des burnous, les enseignes des boutiques étaient rédigées en arabe et les supérettes montraient des produits en plastique très bon marché. Nous étions hors de l'Europe, au cœur de l'Europe. Et évidemment, devant ce phénomène, je suis étreint par le sentiment du trop tard. Et je me demande si la force du nombre ne réduit pas à néant toutes nos belles résolutions. Parce que, en guise de belles résolutions, j'ai lu avec attention l'article qu'a consacré Zemmour dans le à la Figaro question Magazine. du Ce n'est pas, comme nous le serinent nos politiques et nos bien-pensants, l'islam qui arrêtera l'islamisme, mais au contraire l'islam qui est le terreau de l'islamisme. Ce n'est pas la radicalisation qui s'islamise, mais l'islam qui croit le moment venu de se radicaliser, pour sonner la revanche de l'islam humilié depuis 2 siècles par les victoires des mécréants chrétiens et juifs. Ce n'est pas en accueillant toujours plus la diversité qu'on retrouvera la paix civile, mais en engageant la reconquête des territoires perdus de la France. Il y a
des Molenbeek en France. En effet, je suis absolument d'accord, mais je me demande parfois, en effet, si la reconquête est encore possible. Et surtout, je me dis que la fracture risque de plus en plus de passer entre le djihadisme et le communautarisme. Et le prix à payer, je comprends pas. Parce que le prix à payer pour le combat contre le premier, contre le djihad, sera peu à peu l'acceptation du second. À partir du moment où l'islam communautaire refusera le judaïsme, le djihadisme, alors il faudra soutenir l'islam communautaire. C'est le marché que l'UOIF et ses idiots utiles nous mettent d'ores et déjà en main. Alors moi, je crois que nous devons dire non, mais je ne vois pas ce non apparaître et je ne vois pas non plus quelle forme il pourrait prendre. Simplement, si je ne cède pas au découragement, c'est qu'il y a des musulmans critiques et c'est qu'il y a aussi dans ces villes désormais sans femmes, des femmes qui ne se résignent pas à l'enfermement communautaire. Et ce sont ces gens-là qu'il nous faut aujourd'hui soutenir sans faille. On dit toujours qu'il faut effectivement analyser les problèmes pour les régler. Là, l'analyse du problème risque de nous laisser penser effectivement qu'on ne pourra pas le régler. Je voudrais tout de même vous citer le Premier ministre parce que il a été posé cette fois, la question des responsabilités. D'abord pour les Belges, mais tout de même petit à petit, la question de notre responsabilité collective ou de certaines responsabilités, de celle des élus, est posée. Dans le prochain causeur, à la Finkielkraut, on publie un reportage sur Tourcoing où il est expliqué que le maire, les Républicains de Tourcoing, Gérald Darmanin, a ouvert les équipements de la ville, les équipements sportifs de la ville à des associations pour des séances de muscu uniquement pour les femmes, etc., etc. Donc Emmanuel Valls le dit ainsi, je vous le cite: « On a fermé les yeux partout en Europe et aussi en France sur la progression des idées extrémistes du salafisme dans des quartiers qui, à travers ce mélange de trafic de drogue et d'islamisme radical, ont perverti une partie de la jeunesse. » Donc, oui. Oui. Non, mais la question, c'est que, dans le fond, il y a eu une sorte de complaisance politique. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise, je vous cite par exemple, Guylain Chevrier dit « Ce n'est pas en laissant les différences, qui est un chercheur, ce n'est pas en laissant les différences prospérer, en prenant le contre-pied de la société d'accueil, que l'on parviendra à résoudre les problèmes de cohésion sociale. » Et il dit, évidemment, tout le monde nous dit la réponse, c'est la République. Mais c'est un peu court, non ? Mais je pense que la réponse, ce serait l'intransigeance sur nos mœurs et nos lois, bien sûr. Mais évidemment, cette réponse risque de rester un vœu pieux parce que nous sommes confrontés à la force du nombre. Voilà pourquoi il m'arrive d'être étreint par le sentiment du trop tard. J'ai peur, en effet, qu'il y ait de plus en plus de non-Europe en Europe. Et j'ai peur aussi, comme je vous l'ai dit, que les clientélistes d'hier continuent à s'associer avec les islamistes. Plutôt l'UOIF que les bombes. Continuent à s'associer avec l'UOIF, avec les islamistes, pour combattre le djihadisme. Et d'ailleurs, je le vois même chez certains journalistes qui s'interrogent sur le moment de la bascule. Quand est-ce que des jeunes basculent ? Mais pour eux, si vous voulez, implicitement, ceux qui font vivre un certain nombre de villes et de banlieues sous l'emprise de l'islam radical, ceux-là n'ont pas basculé. Ils n'ont pas basculé sous prétexte qu'ils ne se font pas exploser. Oui, donc le basculement, à mes yeux, est antérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, on pousse d'un cran. Parce qu'il y a 20 ans, on disait il vaut mieux des mosquées que des... Et les mosquées, les salles de sport, ça n'a pas marché, donc faisons des mosquées. Puis après tout, il vaut mieux qu'ils aillent à la mosquée que dealer du shit. Donc si vous voulez, maintenant, on va dire il vaut mieux finalement qu'ils aillent dans les mosquées... même salafistes. Cachères. Plutôt, en effet, que d'aller en Syrie. D'aller poser des bombes. Sauf que c'est un peu incohérent, puisque ce que vous avez démontré, c'est précisément que c'est
Et ce que Gilles Kepel répète maintenant souvent, c'est quand même que c'est dans le salafisme que Mais je dirais, oui, d'une part, c'est évidemment le foyer du djihadisme, c'est le salafisme. Gilles Kepel l'a montré. Mais j'ajoute que quand bien même nous arrivions à vaincre Daesh et à en finir avec le djihad, ce salafisme-là, cette rupture, cette sécession avec la société française, avec l'Europe en général, poserait un problème très grave et nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Du séparatisme, vous voulez dire, vous parlez d'un séparatisme qui serait purement culturel. Mais juste un mot, même si ce n'est pas votre spécialité quand même, sur le débat en quelque sorte sécuritaire, très vite, des voix s'élèvent aujourd'hui pour demander une peine de perpétuité réelle, l'enfermement, disons, au nom du principe de précaution, en quelque sorte, l'incarcération de tous les fichés S, puisque dans le fond, les gens se disent, après tout, tous les djihadistes, tous les poseurs de bombes se recrutent dans cet ensemble, donc, si on met tout le monde en tôle, ça va quand même régler le problème. Est-ce que vous en avez une? Non, je pense que la question de la perpétuité réelle ne devrait pas être d'actualité, ça n'a pas vraiment de sens. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait plutôt s'inquiéter de voir que l'un des deux kamikazes de Bruxelles a été condamné à 9 ans de prison pour un braquage et tentative de meurtre sur un policier et qu'il a été... il a obtenu une libération conditionnelle au bout de 4 ou 5 ans, puisque en 2015, il était déjà dehors. Déjà, c'est quand même pas cher payé, me semble-t-il. Oui, les 9 ans, c'est pas cher payé. Les 9 ans, c'est pas cher payé. Et en plus, il n'a fait que la moitié de sa peine. C'est ce laxisme judiciaire-là qui devrait nous amener à réfléchir. Il témoigne de ce que j'appellerais la plénélisation des esprits dans la justice. Nombre de magistrats ont été habitués à considérer les délinquants, même islamistes, comme les victimes de notre société, de la stigmatisation, de la discrimination, de la ghettoisation aussi, et j'en passe. Et c'est cette mentalité-là qui devrait aujourd'hui être remise radicalement en question. Vous lisez dans mes pensées, Charles Finkielkraut, puisque en quelque sorte, ce retour de l'excusisme était ma dernière question. Alors je vous cite le dernier titre du Monde, donc c'est aux sources du djihadisme belge, et le chapeau qui est en gras, donc en une du Monde, c'est « La Belgique, déchirée entre wallons et flamands, catholiques et libéraux, a laissé se créer un véritable, je vous le donne en mille, apartheid chez les jeunes issus de l'immigration. Dans les quartiers les plus pauvres de Bruxelles, le chômage des jeunes s'élève jusqu'à 60% et nourrit la dérive vers la délinquance et le radicalisme. » Alors je suppose que vous avez sans doute lu le reportage que Florence Aubenas a fait dans un lycée, d'une sorte de ZEP autour de Bruxelles. Alors, est-ce que vous avez, vous, le sentiment que cette volonté d'excuser, cette recherche des causes sociales, ce compassionnalisme ne sont pas tout de même en voie de recul? La preuve que non. Non, mais le monde n'est pas toute la... Le monde, reste encore le champ de référence. Mais surtout, Manuel Valls a dit, il y a quelques semaines, « J'en ai assez de ceux qui cherchent à donner des explications sociologiques à ce qui s'est passé. » Cette déclaration, comme vous vous en souvenez, a soulevé des protestations, un véritable tollé, une levée de boucliers. Cette protestation qui rompait d'ailleurs avec un précédent discours de Manuel Valls. Oui, bien entendu, puisque c'est lui-même qui avait parlé au lendemain des attentats de l'apartheid français. Du 11 janvier, de l'apartheid et territorial qui pouvait, ethnique, etc., qui pouvait régner en France. Mais surtout, on a dit que ainsi Manuel Valls prenait contre
si vous voulez, Lumière, contre la volonté de savoir, contre le courage de se servir de son propre entendement, le célèbre sapere aude de Kant. Il prenait donc le parti de l'ignorance et de l'obscurantisme. Il a eu une phrase malheureuse tout de même, en disant comprendre c'est justifier. Oui, c'est une phrase malheureuse, c'est une phrase malheureuse, mais ce qu'il cherchait à dire, ce qu'il demandait, c'est qu'on arrête de substituer aux motifs religieux, politiques, culturels des acteurs les causes qui sont censées les faire agir. C'était ça qu'il mettait en question, derrière le mot de comprendre. Je parle juste de sa formule. Il réclamait que l'on traite les islamistes comme des sujets et non comme des effets. Effets de la pauvreté, du chômage, de la stigmatisation ou de la ghettoisation. Et qu'on s'arrête une seconde d'ailleurs à ce mot de ghettoisation. Ils vivraient dans des ghettos. Mais enfin, quand même. C'est ce que dit Marwan Mohamed. Hein. Oui, bien sûr. Dans le même numéro du Monde intitulé Résister. Voilà. Et ce numéro du Monde, d'ailleurs... D'anthologie. Résister. Des ghettos quand même. Enfin, qu'on se souvienne, les ghettos de Lodz, les ghettos de Varsovie étaient fermés. On ne pouvait pas en sortir. Les ghettos, les prétendus ghettos d'Île-de-France sont à un quart d'heure de la gare du Nord ou du Châtelet. On peut faire un usage métaphorique du mot. On ne peut pas parler de ghetto c'est surtout un ghetto volontaire. Pour des endroits dont les gens ne cessent de sortir. Donc ce mot est faux. Et puis, encore une fois, ce mot et tous les autres et tous ceux qui l'accompagnent ont pour effet de nous désarmer, puisqu'au lieu de désigner l'ennemi, ils le transforment, je l'ai dit, en victime. Et on a vu ce que cela peut donner dans la justice. Donc, d'ailleurs... ce numéro d'anthologie dont vous parlez du Monde, Résister, est tout à fait extraordinaire. On a demandé à un certain nombre d'intellectuels ce que le mot résister leur évoquait, et que disait-il ? Eh bien, Serre Ciceron disait qu'il fallait par exemple résister à la tentation d'oublier que les chances de trouver un emploi en France sont elles aussi asymétriques selon que l'on porte un nom à consonance musulmane ou un nom à consonance chrétienne. Ludovic Bantini disait qu'il fallait résister aux évidences supposées, aux préceptes selon lesquels il fallait s'adapter au monde tel qu'il est, être flexible, etc., corvéable à merci. Et elle disait qu'elle parlait des résistances quotidiennes qui passent par les actes de solidarité avec les réfugiés et les sans-papiers, les personnes stigmatisées en raison de leur religion face au fascisme tout à la fois banalisé et dissimulé sous ses dehors islamophobes. Et le seul à regarder la réalité en face, c'est un intellectuel algérien, un écrivain algérien, Boualem Sansal. Il répond en disant qu'il faut nommer l'ennemi, nommer le mal, parler haut et clair. Tout est là et le reste est détail. Tout le reste est détail. Tout le reste relève de la technique. Et si les autorités manquent de mots, dit-il, je peux leur prêter les miens. L'islam radical, l'islam modéré comme son appoint, le salafisme, l'Arabie, le Qatar, les dictatures arabes malfaisantes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Cet hymne-là est-il toujours l'hymne de ce pays ? À lire Le Monde et à entendre par ailleurs les exigences d'Homo Festivus Economicus, il est permis d'en douter. Eh bien, nous devrons en rester sur ce vibrant appel. D'ailleurs, nous ferons comme Boualem Sansal le demande. Nous bannirons le mot résister. Et nous dirons attaquer. Et nous dirons attaquer, cher Alain Finkielkraut, car nous l'avons bien compris, c'est une longue bataille. Une bataille évidemment politique. Ce que vous nous avez dit aujourd'hui, c'est que cette bataille serait surtout politique, pas... plus sans doute que sécuritaire, mais de toute façon... Culturel aussi. Et culturel, oui, vous avez raison. Je crains que nous ayons l'occasion de reparler de ces sujets. Merci beaucoup, en tout cas, d'éclairer cette actualité sombre et chaotique, quoique répétitive. D'ici dimanche prochain, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et rcj.fr. Je crois que
.org. Voilà, donc, alors, ercj.org, pardon. Et on vous lit toujours dans le dernier numéro de Causeur. Bonne semaine à vous, Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs. RCJ. Salon.